Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à tous ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo déjà de 2021, eh bien je tiens à vous souhaiter tout d'abord une bonne et heureuse année 2021. La santé, la réussite, le bonheur, prospérité, de belles rencontres, etc. Bref, tout ce que vous souhaitez pour 2021. Et puis peut-être, pourquoi pas, aussi craquer pour un produit comme celui-ci qui va rendre vos soirées beaucoup plus agréable, vous allez le voir. Il s'agit en l'occurrence ici d'un vidéoprojecteur laser 4K à ultra courte focale. Et ici, ce produit, il est signé Samsung. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais Samsung faisait déjà par le passé, il y a quasi une dizaine d'années, des vidéoprojecteurs et puis ils se sont retirés. Ils se sont essentiellement d'ailleurs focalisés sur le succès télé, mais tous les autres produits qu'on connaît aussi de la marque. Surtout donc, ils se sont dit, mais puisque a priori le marché en France commence à décoller avec ces vidéoprojecteurs laser 4K, ce que beaucoup appellent les laser TV 4K, eh bien nous aussi, on sait le faire. On va prendre notre techno, on va la mettre dans un produit, dans deux produits même, LSP7 et LSP9, et je vais vous en parler tout de suite. On commence par les caractéristiques techniques du produit. C'est parti. Bon alors le LSP7, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un vidéoprojecteur à ultra courte focale. Comme je le disais, Samsung va lancer deux modèles. C'est ici LSP7 qui nous intéresse, qui est le modèle accessoirement le plus abordable, sauf que c'est un produit qui coûte quand même 3 500 €. Le LSP9, qui est le produit plus haut de gamme, est lui à 6 500 €. Et là, comme vous le voyez, c'est un produit qui est installé à moins de 30 cm. En fait, je suis à 25 cm du support, mais bien évidemment, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dira au magasin en vous disant « ouais, à 20 cm, vous avez une super grande projection ». C'est en fait la distance de la lentille aussi qui compte. Donc, je suis bien à 20 cm du bord de mon écran, mais la lentille est bien plus loin et en fait le châssis du vidéoprojecteur est environ à 55 cm. En gros, si jamais vous avez un meuble d'une soixantaine de centimètres de profondeur, vous allez pouvoir vous faire une projection d'environ 2,40 m de base, qui est assez énorme. Là je suis, comme je le disais, 25 cm, j'ai environ 2,10 m de projection. Là, ce que vous voyez, une installation certes assez artisanale, mais je fais une projection sur une toile technique. C'est une toile qui m'a été prêtée, et d'ailleurs je les en remercie encore, parce que c'est une toile technique qui me sert pour tous les tests de ces vidéoprojecteurs à focale courte. Il s'agit d'une toile Lumen, et elle m'a été prêtée donc par sonvideo.com, et pour ne pas dire de bêtises, il s'agit même d'une Lumen Movie Palace Ultra HD 4K Extra Bright 240C. Voilà, vous savez tout, donc c'est une toile tendue, qui est, alors à moins d'avoir un mur que vous souhaitiez utiliser, la toile technique est indispensable et vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi. Non seulement parce que ces toiles techniques permettent d'offrir une meilleure qualité d'image puisqu'elles annulent les reflets de lumière ambiante qui proviennent sur les côtés, etc. et se focalisent dans leur structure en fait sur la lumière qui provient du bas comme ça pour renvoyer les rayons lumineux aux spectateurs. Vous avez vu, on dirait presque ça fait présentateur météo et tout ça, bon bref. Côté caractéristiques techniques, donc, sur ce LSP7, c'est une puce DLP 0,47 pouces avec une définition native de 1920 par 1080 pixels. Ce n'est absolument pas de la 4K native, c'est de la technologie à vobulation. Enfin, ça utilise la vobulation. Donc, considérez que vous avez une puce DLP qui a des micro-miroirs et qui, en plus de faire bouger tous les micro-miroirs pour produire l'image en fonction de la couleur qui lui est envoyée, etc., eh bien, elle vibre très très vite pour être capable de quadrupler en fait l'image et tout simplement la définition pour berner votre œil. Donc, on est sur une puce 0,47, 1920 par 1080. Et la première particularité, première différence avec le LSP9, qui est le modèle donc beaucoup plus cher, donc 6 500 € contre 3 500 €, je le rappelle, eh bien c'est que la puce du LSP9 est plus grande. On est sur 0,66 pouces et une définition de 2716 par 1528 pixels. Donc accessoirement, même si la puce va avoir la même logique, c'est-à-dire qu'elle va créer par vobulation une image 4K en se déplaçant très très vite, on peut espérer que la précision sera meilleure. Bon, je ne vais pas vous mentir, là, franchement, on n'est pas sur un produit à 10 000 € natif 4K, et donc du coup, dans l'essentiel des situations, quand on est dans des bonnes conditions de vidéoprojection, etc., c'est quand même très très propre. Grâce au fait aussi qu'on n'est pas que ce n'est pas un vidéoprojecteur fond de salle, mais un vidéoprojecteur collé au niveau de la toile ou du mur, du coup, on est sur une techno qui, pour moi, ne souffre pas des mêmes effets d'arc-en-ciel qu'on peut avoir avec un vidéoprojecteur fond de salle DLP, où là, toute la pièce est illuminée par cette source lumineuse, par ce rayon lumineux, et c'est vrai que du coup, on peut être indisposé par ces fameux effets arc-en-ciel. On voit en fait à l'œil nu
les couleurs, tout simplement, rouge, vert, bleu, qui peuvent s'afficher, parfois des halos violets, etc. Voilà. Un point positif, notamment pour ces vidéoprojecteurs à focale ultra courte, naturellement, comme c'est du laser, eh bien Samsung se permet d'annoncer une super durée de vie. On est aux alentours des 20 000 heures, donc ça, c'est difficile à vérifier comme ça, mais en tout cas, faites votre calcul et vous allez bien voir que si vous faites quelques heures d'utilisation par jour, vous allez facilement pouvoir dépasser la dizaine d'années, pourquoi pas. L'avantage de ce produit, c'est qu'en tout cas, on ne réfléchira pas beaucoup moins à se dire mince, il faut que je fasse attention à la durée de vie de ma lampe. Et donc, à partir du moment où on peut l'utiliser plus régulièrement, c'est aussi un produit complètement autonome. Il intègre un tuner TNT. Faites attention, parce que s'il intègre un tuner TNT, c'est qu'il est aussi soumis à la redevance TV. En tout cas, il y a de fortes chances, ça n'a pas été confirmé, mais moi je le vois comme ça. Bien évidemment, il y a de la connectique aussi, il y a 3 prises HDMI, on a une connectivité Wi-Fi, on a du Bluetooth, et puis surtout, Samsung a intégré ici en façade un système audio. Donc c'est un système audio, alors là, voilà, on a vu l'image en fait se réduire parce que c'est le capteur de présence ici, voilà, pour pas que l'utilisateur puisse mettre ses yeux devant le faisceau laser, il y a un capteur de présence qui tout de suite, hop, coupe l'éclairage pour éviter tout simplement de se cramer les yeux. Donc on a un système audio, c'est un système audio dit 2.2, donc on a 2 woofers médium et 2 tweeters. La puissance n'est pas dingue, mais c'est tout de même assez convenable. Encore une fois, ça fait une bonne dizaine de jours que je l'utilise. On est sur 30 watts, donc c'est pas négligeable, c'est plutôt bien fait. Et puis si vous voulez le coupler à un système audio plus performant, bien évidemment, le HDMI est compatible avec la technologie eARC. On a une sortie optique et par ailleurs, on a également une prise USB pour lire du contenu. Bon, du côté de l'ergonomie matérielle, d'abord, c'est vrai que c'est a priori assez sympa comme produit. On est sur quelque chose d'assez peu encombrant. Ça fait moins de 54 cm de largeur, un peu moins aussi de 35 de profondeur et un peu moins de 15 cm de hauteur. Vous avez vu les dimensions s'afficher notamment dans les caractéristiques techniques. Je les remets ici en synthé. Et donc, c'est un produit qui finalement devrait trouver assez facilement sa place. D'autant qu'il est blanc. Alors du coup, il est blanc. Voilà. Donc peut-être que vous trouverez ça un petit peu trop salissant. Moi, c'est vrai que le blanc brillant est plutôt joli, mais un petit produit noir mat aussi, ça aurait été pas mal pour s'intégrer. D'autant que la spécificité de ce modèle, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser posé comme ceci, mais aussi l'intégrer, pourquoi pas, sur un support au plafond, et de façon à ce qu'il disparaisse totalement. Ensuite, puisqu'on a les connectivités Bluetooth, Wi-Fi, et qu'on a Tizen OS avec toutes les applications que vous connaissez, le Netflix, l'Amazon Prime Video, des technologies AirPlay, du mirroring depuis le smartphone, etc. Tout ça s'est intégré comme sur les télés. Et bien du coup, on peut considérer vraiment que c'est un produit complètement autonome. Reste qu'une fois au plafond, peut-être que les enceintes, elles vont, moi j'ai pas essayé, mais c'est peut-être pas aussi performant. Toujours concernant l'ergonomie, sachez que c'est un produit assez silencieux. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu des ventilations. Voilà, je ne sais pas, on ne les entend pas. Bon, en même temps, je vais aller de l'autre côté, parce que du coup, c'est plutôt par là qu'il y a les micros, le bruit. On a vraiment un tout petit souffle. Samsung annonce 31 dB. Bon, je ne sais pas vous dire si c'est 31 dB pile poil, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez silencieux. En tout cas, je ne l'ai absolument pas. On ne l'entend plus du tout une fois qu'on a commencé à regarder ces films. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là où je suis un petit peu plus sceptique, où je regrette un petit peu, et c'est pas la première fois que je vous en parle, je vous en avais notamment notifié ce point-là lorsque j'avais testé le Vava 4K Projector, c'est que ces vidéoprojecteurs, ils ont une belle ventilation. En tout cas, ce modèle, il a quand même 2 gros ventilateurs en admission d'air et 2 gros ventilateurs en sortie d'air, et il n'y a aucun filtre. Il n'y a pas de filtre pour empêcher toutes les particules de rentrer comme ça à l'intérieur et puis ensuite encrasser l'électronique. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir un mode d'entretien, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'heures, le vidéoprojecteur va activer sa soufflerie à fond pour expulser l'air. Ça, c'est quelque chose notamment qui était intégré au Laser TV 4K de chez Hisense, que je n'ai pas fait sur la chaîne, mais que j'ai fait une première prise en main pour le site de frandroid.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais du coup, Hisense s'était dit, nous, on a un système d'extraction des saletés en mettant la soufflerie à fond. Et du coup, ça provoque tout simplement une évacuation de toutes les saletés. Le point quand même qu'il faut noter sur ce modèle Samsung, c'est que les ailettes qui sont dédiées à l'admission, aux ouvertures, tout simplement les ailettes d'aération, sont légèrement inclinées. Donc du coup, c'est vrai qu'on ne peut rien
glisser comme ça facilement à l'intérieur. Ceux qui auraient par exemple des enfants qui s'amuseraient à mettre des choses dedans. Là, ici, c'est pas le cas. On peut vraiment, c'est plutôt bien protégé et en plus, esthétiquement, on voit pas les deux gros ventilateurs qui sont de chaque côté. C'est assez discret. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du design, hein, notamment de ce produit et plus particulièrement de ce tissu-là, qui est un tissu acoustique réalisé par le Danois Quadra. Mais a priori, ce sera un truc ultra premium, une marque qui bosse avec beaucoup de designers, etc. Et donc, du coup, bon, bah, c'est vrai que c'est plutôt bien intégré, mais il n'y a pas non plus de quoi faire la roue, de quoi s'en relever la nuit. C'est propre, mais bon voilà, sans plus. Hein. Encore une fois, je ne vais pas applaudir des deux mains là-dessus. C'est quand même un produit à 3 500 €. Voilà, on passe en lumière un petit peu plus tamisée pour se parler cette fois-ci eh bien, de l'ergonomie logicielle. Alors je sais qu'il vous tarde que je vous parle de la qualité de l'image, mais vous avez le sommaire hein, pour vous déplacer dans cette vidéo et aller au chapitre qui vous intéresse. Moi, si je tiens à faire les choses dans cet ordre-là, c'est parce que, comme vous le voyez, on est sur Tizen OS, comme je l'ai dit. On a le premier niveau d'icône et puis ensuite, on a second niveau sur lequel on accède directement à ces programmes. Et ça, c'est pareil pour tous les comptes que l'on peut avoir, donc Netflix, Disney+, Prime Video, OCS, YouTube, etc., etc. On a un portail d'applis où on va pouvoir aller télécharger ces applis qui sont compatibles avec Tizen. Et alors là, avec Tizen OS, alors quand même, bon, on a quand même de quoi faire. C'est pas complètement dingue, hein, mais en même temps, l'essentiel y est. On va même retrouver Molotov. Si jamais vous n'avez pas envie d'utiliser le tuner TNT, vous installez un compte Molotov, vous avez même un système d'enregistreur numérique si vous passez à la formule premium. Et regardez, on a un mode cinéma, mais on a également dans ce vidéoprojecteur un mode filmmaker. Donc ça, c'est quand même pas mal que Samsung se soit dit, ok, nous maintenant on met aussi du filmmaker dans les vidéoprojecteurs, parce que vous allez voir en fait, ça change pas grand-chose. On a évidemment un mode dynamique et on a ensuite un mode standard. Cette capacité que j'ai à en faire des caisses m'étonnera toujours autant en montage. Sachez donc que vous retrouverez dans ce vidéoprojecteur tous les menus assez proches de ceux qu'on va retrouver dans les téléviseurs. L'accès aux réglages habituels concernant l'image et le son, mais sans surprise, le résultat n'est pas toujours aussi efficace que ce qu'on peut obtenir sur une télé. C'est assez normal. Surtout que du côté des technologies de traitement d'image, l'upscaling par exemple est naturellement moins bon et l'impact de bon nombre de réglages sur l'image ne sont naturellement pas aussi flagrants que sur une télé. Je ne me faisais pas vraiment d'illusions de ce côté-là, on ne peut pas en demander autant à un vidéoprojecteur qu'à un téléviseur qui gère sa lumière et ses contrastes de manière beaucoup plus précise. Quant au menu de réglage audio, eh bien là encore, c'est assez classique pour du Tizen OS. On retrouve quelques options de réglage avec notamment l'accès à un égaliseur, mais là encore, l'impact sur le ressenti est assez minime. Nous ne sommes là que sur un petit équipement. Quoi qu'il en soit, le rendu est plutôt bon, mais nous allons le découvrir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et puis surtout, vous retrouverez dans Tizen OS des menus qui vous proposeront, pourquoi pas, d'utiliser un système audio externe, Bluetooth, ou encore, bien évidemment, d'utiliser l'interface HDMI eARC pour relier cette fois-ci le vidéoprojecteur à un système Hi-Fi externe de meilleure qualité. Et dans ces réglages, il y a évidemment un autre menu extrêmement important, c'est tout simplement les paramètres du vidéoprojecteur. Et donc ils sont là, paramètres projecteurs, et on est d'abord sur le réglage de l'écran. C'est pour ça, encore une fois, que je tenais à vous montrer ça avant de passer à la qualité de l'image, c'est l'accès tout simplement à la correction des déformations de l'image. Donc là, on est sur une correction classique avec 4 points qu'on va pouvoir déplacer. Et si jamais on veut encore un petit peu plus fine-tuner son réglage d'image, je ne suis pas sûr que ce soit systématiquement nécessaire, mais là on a un mode dans lequel on peut cette fois-ci intervenir sur 15 points. Voilà, dans l'ensemble, tout ça c'est assez classique. On a évidemment un motif de test. Alors franchement, tout ça c'est un petit peu redondant, qui est en fait le motif qui va permettre de valider plusieurs choses. D'abord la géométrie de l'image, ensuite le positionnement des extrémités de l'image avec ces repères ici qui permettent vraiment de voir si on est au bout de sa toile, etc. Bon, et moi, c'est sans doute le point qui me gêne le plus, c'est cette mise au point, ce système de focus du vidéoprojecteur que je ne trouve pas agréable du tout. En fait, il faut vraiment faut se rapprocher, alors que habituellement, moi, je fais plutôt les focus en étant face à la toile, limite dans mon sofa, etc. Eh bien, là, il a vraiment fallu que je m'approche pour voir si j'avais pas dans ces formes-là, tout simplement des traits doublés, ici aussi également. Encore une fois, alors là il suffit de presser gauche et droite les flèches de la télécommande
pour faire la mise au point, ajuster la mise au point. Sauf que moi, je ne comprends là encore pas pourquoi les constructeurs ne nous mettent pas un petit peu de texte dans ces mires de focus là, puisque c'est potentiellement ce qui va plus nous interpeller, c'est quand on va commencer à regarder un film et puis que des textes dans le film, les sous-titres par exemple, sont un petit peu flous. C'est là qu'on va vraiment se dire, ah mince, il y a un truc là, parce que souvent, sur des paysages, sur des décors, eh bien, on ne sait pas bien si c'est un défaut de mise au point ou si c'est un défaut de piqué de la partie optique, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Moi, j'ai vraiment je ne comprends pas. Puis alors ça, on dirait un pattern de test. Aucun intérêt pour moi d'avoir un truc comme ça qui se veut super précis sur un vidéoprojecteur, quoi. Si on était sur un écran Ultra HD ou 8K, pourquoi pas sur un téléviseur ou un moniteur. Mais là, franchement, un vidéoprojecteur, on sait tout de suite qu'un truc comme ça, il va avoir énormément de mal à le produire, et même sur une toile technique, et a fortiori également sur un mur qui sera un petit peu granuleux, etc. Donc, bon, je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire du côté de cette fonction de mise au point. Ça devient de plus en plus sombre dans cette vidéo, c'est presque inquiétant. Bon voilà, la fameuse boucle habituelle que je vous montre régulièrement sur les télés. On est sur Netflix, débit 15,25 mégabits par seconde, 2160p. Le vidéoprojecteur, et bien du coup, nous affiche une image, vobulation 4K à partir d'une puce DLP Full HD. Et franchement, c'est très très propre. Alors j'enfonce des portes ouvertes, en tout cas j'espère que vous en êtes bien conscient, mais c'est pas parce que certains constructeurs appellent ça des laser TV 4K ou qu'ils vous vantent les mérites d'une super luminosité grâce à la technologie laser. Samsung parle ici de plus de 2000 ANSI lumens. Franchement, n'espérez pas remplacer votre télé dans toutes les situations. Donc c'est une évidence, on peut tout à fait se faire super plaisir avec ce type de produit. L'image, regardez un petit peu, elle est immense, elle est contrastée. C'est a priori comme ça, c'est quand même bien lumineux. C'est très très joli, c'est flatteur. On a vraiment cette impression d'avoir un cinéma à la maison. En plus, c'est relativement silencieux. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais sur une toile technique. J'ai mis le prix en synthé et j'y reviens maintenant parce que cette toile, elle coûte quand même 1690 €. À ajouter aux 3500 € du vidéoprojecteur, ça commence à faire une coquette somme. 3500 € chez Samsung, c'est aussi le prix d'un Q95T, donc le plus haut de gamme des téléviseurs Ultra HD en technologie QLED. Donc 75 pouces Q95T, c'est aussi aux alentours des 3500 €. Alors certes, c'est absolument pas la même taille d'image, mais c'est absolument pas le même usage non plus qu'on va en faire. C'est aussi le prix d'un Q80T en 85 pouces. Voilà, donc encore une fois, on commence à être sur des très très grandes tailles d'image. Là, c'est encore plus grand, mais vraiment, il ne faut pas vous dire, ne vous laissez pas berner par le discours qui consisterait à dire « ça va remplacer votre télé ». Pas dans toutes les situations. C'est une évidence, mais je préfère quand même insister là-dessus et vous ne pourrez pas me dire que je ne vous ai pas prévenu. Voilà, alors j'ai volontairement descendu ma toile qui me sert au test cette fois-ci de vidéoprojecteur classique, une toile motorisée. Et déjà, vous devez bien voir que comme ce n'est pas une toile tendue, on a des déformations, on a cet effet de vague dans l'image qui ne se produit pas lorsqu'on a un vidéoprojecteur fond de salle classique. Et puis surtout, franchement, les contrastes, il n'y a rien à voir. Voilà, ça c'est la preuve par l'image. On est sur quelque chose ici de beaucoup plus fadasse, entre guillemets, que ce qui se passe ici en bas où c'est beaucoup plus contrasté, c'est beaucoup plus chaud. Regardez un petit peu là, si je mets cette image en pause, hop, alors j'ai beaucoup trop de télécommandes dans les mains. Voilà, regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà, on est sur forcément quelque chose de beaucoup moins agréable, tout simplement. Voilà. Franchement, j'imagine que vous voyez très très bien la différence quand même entre ici le haut et le bas. Et puis surtout, l'écran fixe, c'est aussi une tension. Et donc, ce qui évite les déformations de l'image. Alors certes, là, la géométrie n'est pas parfaite en plus parce que le vidéoprojecteur est réglé pour l'écran Lumen qui est juste derrière. Mais les vagues là que vous avez, forcément avec une toile motorisée comme je l'ai là, si ce n'est pas une toile tendue, vous les aurez. Donc voilà, l'intérêt d'avoir un tel produit. Alors c'est pas moche, ce qu'on a là, c'est pas ultra mauvais. En plus, c'est plutôt une toile tout à fait convenable que j'ai achetée, plus grande d'ailleurs que cet écran, mais qui va très bien avec des vidéoprojecteurs au cinéma conventionnels, mais pas avec un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Là, franchement, je pense qu'il n'y a pas match sur la qualité de l'image.
sur le piqué ici, voilà, c'est moins détaillé. Alors là, vous, à la vidéo, vous ne le verrez pas, mais ce qui se passe ici, c'est quand même moins net. On est sur un rendu beaucoup moins flatteur, tout simplement. Et en même temps, c'est un écran fixe à 1690 €. Il ne faut pas l'oublier, 1690 €. Et d'ailleurs, pour vraiment illustrer mon propos, regardez, je vais sortir du cadre 3 secondes pour aller allumer les lumières, voilà, de mon salon. Et vous voyez bien, en fait, qu'en termes de restitution, ça ne change pas grand-chose parce que la toile technique annule, entre guillemets, les lumières qui proviennent du dessus. Donc on garde une visibilité tout de même assez bonne. La difficulté, c'est ce que j'ai là, ici, ce sont les éclairages qui, eux, arrivent en pleine façade et qui forcément s'opposent aux rayons lumineux qui nous sont directement transmis. Mais vous voyez bien que le delta, il est quand même ultra léger en termes de luminosité. Et donc, du coup, on est quand même sur une solution qui permet de continuer à regarder des films tout en ayant la lumière de son salon éclairée pour continuer à dîner, par exemple. Et pourtant, j'ai quand même ici, 6 spots, donc ce qui n'est pas rien. Et donc, ça continue d'être tout à fait lisible comme dispositif. J'en arrive maintenant au chapitre des mesures. Et là, inutile de tourner autour du pot, ce Samsung LSP7 est loin d'être parfait. Tout d'abord, sachez que la sonde, comme le logiciel Kalman de Portrait Display, permettent tous les deux de réaliser des mesures avec l'œil de la sonde directement orientée vers le vidéoprojecteur afin d'éviter les risques de perte de qualité provoqués par la toile, mais aussi avec l'œil de la sonde orienté vers cet écran fixe. Notre toile technique étant de bonne qualité, le delta dans les mesures de colorimétrie est négligeable, sauf pour la luminosité évidemment, qui est beaucoup plus importante lorsque la sonde pointe directement le vidéoprojecteur. Dans le cas présent, la donnée relevée serait supérieure à 700 candela par mètre carré, ce qui correspondrait à dire que le LSP7 est aussi lumineux qu'une télé dans la perception. Du coup, c'est par réflexion sur la toile technique que notre luminosité est ici exprimée. Intéressons-nous d'abord aux mesures réalisées sous l'espace colorimétrique Rec 709. Sachez qu'en mode cinéma comme en mode filmmaker, la calibration ne change quasiment pas et les résultats sont très proches. Dans cette première capture, vous pouvez ainsi voir que la calibration du point blanc laisse clairement à désirer. Sur l'échelle de grille mesurée sur 2 points, le vert est beaucoup trop présent sur un blanc à 100% et c'est plus homogène toutefois sur la mesure à 30%. La couverture Rec 709 est mesurée à 99%, ce qui est une excellente chose, mais néanmoins aujourd'hui assez classique. Ce qui est en revanche ici beaucoup moins flatteur pour ce vidéoprojecteur, c'est la mesure du delta E moyen qui est ici relevé à 5,26 avec bien trop de teintes qui dépassent cette valeur de référence, un delta E moyen de 3 qui définit la bonne fidélité des couleurs. Ces aberrations se vérifient avec ces autres résultats et une échelle de grille qui pénalise vraiment ce produit. Plus on monte vers le blanc, et plus la dérive s'accentue. Le taux de contraste s'établit à 832:1 avec une luminosité de 60 candela par mètre carré. Attention, n'allez surtout pas comparer cette dernière mesure avec celle d'un téléviseur. Je vous rappelle que nous sommes ici sur un vidéoprojecteur et une mesure réalisée par réflexion sur notre toile technique. Les résultats sont quasi équivalents sous le mode filmmaker. Le delta E passe à 5,24 et la température des couleurs reste, assez étrangement d'ailleurs, finalement pas si loin des 6500K de référence avec une mesure qui s'établit à environ 6850K dans les deux modes. C'est lorsqu'on bascule sur les mesures en HDR que ce produit montre encore plus ses faiblesses. En DCI-P3, le delta E moyen est relevé à 10,81 avec des graphiques qui, comme vous pouvez le voir, crèvent le plafond. Et on ne vous parle pas d'ailleurs de la gestion de la luminosité de ces mêmes sources HDR qui là encore souffrent d'une calibration et d'une gestion électronique trop négligée. Quel dommage, même s'il faut bien reconnaître qu'à l'usage, le feeling l'emportera sans doute sur les mesures. Quant à la consommation, mes prises connectées m'ont permis de relever environ 230 watts à l'occasion de mes différentes projections, ce qui n'est pas si éloigné des 240 watts annoncés par Samsung. La consommation en veille, en revanche, s'établit elle à environ 1 watt. Et bien voilà pour les mesures de ce vidéoprojecteur. Franchement, c'est pas ultra glorieux. Samsung, je pense, aurait pu faire un petit peu mieux, mais je pense aussi qu'on est beaucoup là sur le feeling et que c'est quand même pas simple de réussir à faire une image bien pétante comme Samsung les aime et pour assurer encore une fois justement cette notion de spectacle cinéma. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester ce produit. Il a vraiment pu remplacer ma télé. Il a juste fallu
s'aménager le cadre au moment où on voulait regarder des contenus avec le vidéoprojecteur. En même temps, ça reste un vidéoprojecteur, donc c'est normal. J'ai vraiment l'impression de me répéter parce que j'ai peur qu'en magasin, on vous dise « ouais, vous allez voir, même en journée, c'est génial, ça fonctionne ». Sachez également que Samsung, comme je le disais, va adresser ce produit dans certains magasins parce qu'il souhaite aussi avoir des magasins qui sont capables de vendre des toiles de projection comme celle-ci. Et c'est pourquoi Samsung d'ailleurs a décidé de ne pas faire de pack. En l'occurrence, je pense notamment à Hisense qui lui vend un vidéoprojecteur avec son écran fixe également qui fait un petit peu plus de 2 mètres de base. Là ici, c'est pas le cas. Samsung a décidé que chez les revendeurs où il serait présent, eh bien, il laisserait le choix aux vendeurs, aux techniciens responsables des rayons de renseigner les clients et de voir un petit peu quelles sont leurs attentes, les configurations des pièces, quelle taille ils veulent, etc. pour ensuite leur proposer la solution la mieux adaptée. Bon, moi franchement, un truc comme ça, c'est déjà très très bien. Voilà, je crois qu'on en a terminé avec ce Samsung LSP7. Pour en débattre, eh bien, il vous reste également évidemment la rubrique commentaires sous la vidéo, mais aussi le channel Discord. On est de plus en plus nombreux, j'insiste à chaque fois sur ce point, mais vous allez pouvoir échanger également entre vous. Hein. Donc le lien de ces canaux de discussion Discord est dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, il reste également les réseaux sociaux pour me joindre. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, vous savez quoi faire. On like, on partage, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Parlez aussi de cette chaîne autour de vous. C'est vrai que je le dis jamais, mais plus on sera nombreux, et plus je pourrai vous faire aussi de vidéos parce que j'y consacrerai forcément aussi plus de temps. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc d'ici là, portez-vous bien et encore une fois, une bonne année 2021.